Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Je sais que cette formulation n'est plus d'usage. Il faudrait dire bonsoir à toutes et à tous, ou à tous. Une formule plus appropriée, me dit-on, pour le français québécois ou la diversité de genres, qui souvent se confondent. J'aurais pu tout aussi bien dire bonsoir les amis, mais cette excessive familiarité ne me semble pas de mise ce soir. Et puis, dois-je l'avouer, ce serait mentir, dans la mesure où j'ai très peu d'amis dans la salle ce soir, et encore moins sur scène. Dieu me préserve de côtoyer des écrivaines et des écrivains. Je me présente, Olivier Kemed, je serai votre maître de cérémonie ce soir. J'en suis désolé à la fois pour vous et pour moi. Lorsqu'on m'a proposé d'animer cette soirée pour l'Académie, j'ai tout de suite accepté, flatté, car croyant qu'il s'agissait de l'Académie française. Quelle autre académie pouvait-il donc être question? Depuis quand existe-t-il une autre académie que celle du Quai de Conti? Si nous en avions une au Québec, ça se saurait. Et, bien évidemment, avoir su qu'une telle succursale existait, j'aurais tout de suite refusé. J'ai dépassé le stade du provincialisme et mes services sont bien trop onéreux pour des comptoirs coloniaux. Mais, drapé d'un voile d'ignorance, j'acceptais et me pointais au lieu du rendez-vous en la demeure d'une haute personnalité de la dite académie que je prenais pour la secrétaire perpétuelle. Renseigné sur la description de l'appartement de fonction de feu Hélène Carrère d'Ancos, grâce à son fils Emmanuel, je m'attendais donc à traverser, je cite Emmanuel Carrère, un salon si vaste que mes enfants, mes neveux, mon petit-fils ont pendant 23 ans joué au football sur sa moquette. Suivi de bibliothèques dont une échelle en bois verni permet d'atteindre les derniers rayonnages, ses presse-papiers de bronze, ses sous-mains de cuir fauve. Et là, bon, ce n'est plus Emmanuel Carrère qui l'écrit, c'est moi qui l'imagine. Et ces hautes fenêtres par lesquelles l'on voit couler la Seine-Laurent sous le pont des Arts-Cartier, le tout suivi d'une salle à manger ornée d'une quarantaine de tableaux représentant Corneille, Racine, Buffon, Barbeau, Lanier, Ringuet et Dany Laferrière. Mais en lieu et place, je me retrouvais rue Christophe Colomb, dans une cuisine, certes charmante, et elle aussi ornée de tableaux, mais ceux-ci n'étaient pas des portraits, plutôt des œuvres abstraites signées Sullivan, Goodwin et Goulet. Lorsque je compris qu'il s'agissait de l'Académie des lettres du Québec, il était trop tard pour fuir. La contiguïté des lieux, les nombreuses bouteilles offertes par notre hôtesse, me pressant de les ouvrir une à une, m'empêchaient de prendre toutes les poudres d'escampette possibles. J'étais pris au piège. Je reviendrai plus tard sur les détails de cet après-midi funèbre, car je dois maintenant vous présenter le déroulement de la soirée, si l'on veut bien finir un jour. Vous allez entendre ce soir un certain nombre d'extraits issus de la littérature québécoise. Je n'ose vous donner le chiffre exact, car il vous donnerait le tournis. Tous les auteurs et autrices lus ne sont pas membres de l'Académie, mais évidemment les textes les plus forts émanent de l'auguste institution. Je vous laisserai le loisir de les repérer. 12 lecteurs et lectrices viendront vous les lire. Ces lecteurs et lectrices sont des écrivains et des écrivaines. 6 d'entre elles et eux sont membres de l'Académie, donc illustres et immortels. 6 d'entre elles et eux sont des lauréats, donc des wannabes. Encore ici, vous les départagerez aisément. Tous et toutes ne liront pas leur propre texte, Dieu merci. Connaissant la complaisance des écrivains, l'autosatisfaction confinerait à l'onanisme et la soirée deviendrait obscène. Nous avons donc demandé, que dis-je, exigé que les écrivaines et écrivains lisent les textes des autres. Pas nécessairement des textes qu'ils aiment, plusieurs n'aiment rien hormis leur propre œuvre, mais des textes que le comité de sélection a cru bon retenir. Il y aura 2 exceptions dans la soirée où les écrivains et écrivaines liront leurs propres textes. Je ne sais pas si c'est par défection ou par déshonneur, on ne m'a pas justifié cette décision. Il faut dire qu'une bonne aura de mystère nimbe les couloirs infinis de l'Académie. Je commence donc à l'instant en invitant Denise Desautels à nous lire un premier texte.
Merci, c'est une primeur. On n'avait pas entendu ça au moment de la répétition. Voilà. Ne sommes-nous qu'un amas de rien changé en mots, qu'un tas de papier froissé, que les passagers des ruines qui encombrent l'horizon? Ne sommes-nous que des ombres sur le fil des lumières, ou le bruissement de la source en vue des mots? Jean Royer, Avant l'autre nuit. Avant d'inviter les lecteurs et lectrices, j'ai oublié de préciser que leur ordre d'apparition pendant la soirée n'a pas été fixé selon leur âge, mais selon leur talent. Cependant, je ne me souviens pas si nous commencions par les meilleurs ou les pires. À vous de juger. J'invite donc à la barre Evelyne de la Chenelière, Monique Proulx, Jean-Marc Desjean, Élise Turcotte, Christian Gué-Poliquin et Rodney Saint-Éloi. Un soir d'automne, au chenal du moine, comme les Beauchemins s'apprêtaient à souper, des coups à la porte les firent redresser. C'était un étranger de bonne taille, jeune d'âge, paqueton au dos, qui demandait à manger. « Approche de la table, approche sans gêne, survenant », lui cria le père Didas. D'un simple signe de la tête, sans même un mot de gratitude, l'étranger accepta. Il dit seulement « Je dois toujours commencer par nettoyer le cochon ». Après avoir jeté son baluchon dans la coignure, il enleva sa chemise de laine à carreaux rouges vifs et verts, puis il fit jouer la pompe avec tant de force qu'elle geignit par 3 ou 4 fois et se mit à lancer de l'eau hors de l'évier de fonte, sur le fond de tapis et même sur le plancher où des nœuds saillaient çà et là. Insouciant, l'homme éclata de rire, mais nul autre ne songeait même à sourire. Les regards s'acharnaient à suivre le moindre de ses mouvements. On eût dit qu'il apportait une vertu nouvelle à un geste pourtant familier à tous. Germaine Guèvremont, Le Survenant. Non, pas à chaque fois. À cette heure, Florentine s'était prise à guetter la venue du jeune homme qui, la veille, entre tant de propos railleurs, lui avait laissé entendre qu'il la trouvait jolie. La fièvre du bazar montait en elle, une sorte d'énervement mêlé au sentiment confus qu'un jour, dans ce magasin grouillant, une halte se produirait et que sa vie y trouverait son but. Il ne lui arrivait pas de croire que son destin, elle pût le rencontrer ailleurs qu'ici, dans l'odeur violente du caramel, entre ces grandes glaces pendues au mur où se voyaient d'étroites bandes de papier gommé annonçant le menu du jour, et au son bref, crépitant du tiroir-caisse qui était comme l'expression même de son attente exaspérée. Ici se résumait pour elle le caractère hâtif, agité et pauvre de toute sa vie passée dans Saint-Henri. Gabriel Roy, Bonheur d'occasion. Chemin de la Côte-des-Neiges. J'ai vu passer une foule de papillons multicolores. Le monde réel. Plaisir, bonheur, espérance. Chaque pouce d'asphalte, un parterre de fleurs. J'ai vu des quantités de bédouins caracolant sur leurs chamelles de transhumance, narines au vent. D'où viennent ces pèlerins fluides et froids qui s'arrêtent aux terrasses des cafés pour discuter, se disputer, douter
et continuer leur chemin traversé et porté par tous les souffles de la terre, de l'eau, du feu et du vide. Les trottoirs de Côte-des-Neiges ont résonné de leur voix rauque ou stridente, attendrie ou bougonne, coléreuse parfois, effrayée souvent, des dizaines de voix qui semblaient sourdre des entrailles de la terre. Émile Olivier, La Brûlerie. Supposons que tu débouches de la montagne et que tu prennes la rue Mont-Royal vers l'est, au moment où un orage éclate. Bon, supposons qu'au même moment, au FM de Radio-Canada, éclate une cantate de Bach à son paroxysme. De la buée dans le pare-brise. Tu mets ton ventilateur en route, tu baisses un peu la vitre. La pluie entre dans l'auto. Bon, là, c'est Montréal. Ça va être Montréal pendant tout l'embouteillage qui va suivre, de l'avenue du Parc à la rue Rivard. C'est unique au monde. Ça devrait être classé dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, en veillant à garder tous les éléments. L'orage, la cantate, la buée, l'embouteillage et le caractère québéco, indo, rocco, vidéo, sino, western de la rue Mont-Royal. Comment dire western, je pense que ça suffit. Suzanne Jacob, un port qui ne sent jamais la mer. Je me revoyais préparer le foule. Je revoyais des images de son père, Nabil, que j'avais fini par redouter tant il pouvait être dur, parfois cruel. De ma mère qui, à sa mort, avait tant pleuré. Je savais que je n'étais pas vraiment égyptien. Mais le savais-je vraiment? Et Anaïs, d'où venait-elle? Père mexicain, mère du Bas-Saint-Laurent. Pourquoi son tatouage n'était-il pas inca? Où était-elle née déjà? Pourquoi Horus? Je tournais dans l'énigme de l'origine et des noms, comme dans un cube rond, un cube blanc. Les mots tourbillonnaient dans ma tête, perdant un peu de leur sens à chaque tour. Égyptien pur laine, Québécois pure foule, Libanais par mauvais œil, Montréalais du petit Liban, Arabe de culture, Phénicien par l'ADN, Shawam des deux côtés, Maronite par Dieu, Levantin dans le silence de l'hiver, Émigrant de deuxième génération, qui depuis le Caire, depuis Beyrouth, reviendrait à Montréal dans un grand Boeing bleu. Cieux bleus, mer bleue, je me perds et vous vois, papy, mamie, nous trois, noyés dans l'énigme des noms et de l'origine. Je me suis tu. J'ai eu peur. Peur des extraterrestres, d'infected mushroom, peur que le weed de Kimio et Godley soit shooté au Captagon. Alain Farah, 1000 secrets, 1000 dangers. Vers 8 heures, un matin d'avril, Médéric Duchesne avançait d'un pas alerte le long de l'ancienne succursale postale C, au coin des rues Sainte-Catherine et Plessis, lorsqu'un des guillemets de bronze qui faisait partie de l'inscription en haut de la façade quitta son rivet et lui tomba sur le crâne. On entendit un craquement qui rappelait le choc d'un œuf contre une assiette. Et M. Duchesne s'écroula sur le trottoir en faisant un clin d'œil des plus étranges. Florent Boissonneau, un jeune homme de 26 ans au regard frondeur, se trouvait près de lui quand survint l'accident. Sans perdre une seconde, il desserra la ceinture du malheureux, défit son col et se précipita dans une boutique pour alerter la police. Déjà, une foule de badauds s'amassait autour du blessé qui perdait beaucoup de sang. Cela ne l'incommodait aucunement.
d'ailleurs, car il était occupé à revivre une délicieuse partie de pêche qu'il avait faite à l'âge de 7 ans sur la rivière l'Assomption. Yves Beauchemin, le matou. Une entrepreneure dans la vingtaine tremble lorsque Céline balaye la salle du regard. L'acteur connu qu'on peut voir à la télévision, qui joue tous les ans des rôles importants dans les théâtres les plus fréquentés de la métropole, se met à pleurer de rage et d'humiliation lorsqu'il lui envoie son plus charmant sourire et que Céline détourne le regard. Tous et toutes la haïssent, la craignent et la haïssent. Mais toutes et tous s'arracheraient le cœur à main nue pour le lui donner en sacrifice, le poser sur un autel à sa gloire. Elle est bien davantage que ce visage, ce corps, ces os. C'est le sens de nos existences qui aurait pris cher. Si on avait le choix entre Céline et la vie, on choisirait Céline pour laisser nos vies échouer dans le désespoir et la douleur qui sont leurs plus fidèles constantes, leurs traits les plus vifs et les seuls qui nous apparaîtront à l'heure de notre mort. Nous, les âmes sans valeur, les victimes de la pire tragédie, celle de n'exister qu'une fois, une seule. Céline est de la trempe des éternels, de celles à qui on voue des monuments, des chapelles et des cultes. Il arrive qu'on la prétende surhumaine, et on ne se trompe pas tout à fait. Plusieurs ignorent ce qu'elle a fait précisément pour se rendre là. Qu'Ève Lambert, que notre joie demeure. Thomas a compris que la lutte avec le diable devait avoir lieu. Il est venu te voir pour te prévenir. Père, ne vois-tu pas que nous assistons au dernier jour de l'Amérique? Le gouvernement fédéral veut la mort de notre nation. Bientôt, notre monde sera anéanti. Il nous est impossible de contempler, impuissants, le spectacle terrifiant de la fin. Je dois devenir soldat de Dieu. Imaginez une sécession. Tu as écouté Tom et pour une fois, il a su que tu pouvais l'entendre. Et quand ton fils, vaillant soldat, s'est fait le gardien du sanctuaire divin, du territoire du Sauveur, tu as acquiescé doucement, fièrement. Que Dieu sauve l'Amérique. Tu te rappelles ce qui est écrit dans le livre de Dieu Ré, au début de la Genèse, que tu as apprise par cœur. J'ai dit un jour, je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours, 40 nuits. J'effacerai tout ce que j'ai créé, toute vie debout sur le sol. Et la terre fut inondée sous les trombes d'eau du déluge. Une pluie lourde, divine s'abattit sur la terre. 40 jours, 40 nuits. Mourut tout ce qui vivait et respirait. Mourut tout ce qui vivait. Fut effacé toute vie sur la terre. Catherine Mavrikakis, Les derniers jours de Smokey Nelson. Elle aimait les écureuils. Elle aimait le rouge et le noir. Elle adorait les chats. Comme ses amis les peintres, elle avait toujours des chats, alors que partout au Mexique, on vénère les chiens.
Elle a nommé son fils en hommage à Stephen Dédalus dans l'Ulysse de Joyce. Elle allait souvent au restaurant. Elle préparait la meilleure salade de cervelle, le meilleur poulet rôti. Elle ne faisait plus à manger et rêvait de retourner à l'hôpital. Elle dormait trop ou bien elle s'habillait pour sortir. Elle disait qu'elle aimait voir tel psychiatre pour lui en apprendre. Elle avait une passion pour les petites bottines anglaises lacées. Elle aimait un poète américain qui était de passage à Mexico et qui s'appelait Ojo de Vitrio. Elle aimait la neige et le Québec lui manquait. Elle voulait écrire et être philosophe. Elle lisait dans son bureau devant la fenêtre qui laisse voir les vieux arbres de la cour. Elle a recouvert le puits dans la cour pour que son enfant n'y tombe pas. Elle a été plus heureuse que nulle part ailleurs en Angleterre. Ses cendres ont été dispersées près de l'Écosse, à l'endroit de la magie choisie par son fils. Élise Turcotte, autoportrait d'une autre. Il faut revenir à l'histoire. Puisque la première histoire a été un cauchemar, un nœud tissé de détresse, une rivière de larmes et de sang. La première histoire est humiliation et réclusion. Ils disent résilience. Mais la vérité est que personne n'est résilient. Ce mot convient parfaitement à l'acier détrempé, mais ce n'est pas un mot pour les êtres humains. Il faut effacer ce mot de tous les dictionnaires. Personne ne sait la somme de nos horreurs et de nos folies. Personne ne sait jusqu'où on peut écraser l'âme d'une personne rien que pour affirmer sa puissance. Des siècles d'asservissement. Qui pense à la fatigue de la personne qui est debout, qui a peur de glisser, de tomber de l'autre côté du fleuve de l'histoire? Rodney Saint-Éloi, quand il fait triste, Bertha chante. Ô caille, pour toutes les terres et toutes les races, 702 maisons, dans les marais de l'îlet grouillent des caïmans, et le regard erre sur les madrépores que le ciel a lavés, purgés de créatures en murs rassemblées. 4550 habitants, 1300 blancs, 300 affranchis, 3000 esclaves, plus 100 marins et soldats indolents et rares, visitant les champs de bataille où ils vont souffrir. C'est une belle ville silencieuse parmi les herbes du vétiver. Les historiens commentent la victoire des Marrons à Plymouth, vos douceurs des forêts fluviales du Soudan et descend enfin de son Olympe africain pour camper sur les terrasses de Makaya. Et la Madone de Rome fuit aux cailles du fond comme maîtresse d'Audubon. Combien de pigeons ramiers devras-tu peindre pour la gloire de ta ville natale? Une ombre plane sur ta naissance. Joël Desrosiers, Vétiver. Sur un trottoir d'East Village, au milieu de la nuit,
ce souvenir douloureux, ce canevas en l'honneur d'un disparu. Quand sur un écran de velours mauve gît, dans un cadre doré, une photo en noir et blanc d'un beau jeune homme qui sourit. Dans la lumière chancelante d'une chandelle où quelques roses rouges s'étiolent, au-dessus d'un titre célèbre de Thomas Mann, La mort à Venise. De cette vitrine mortuaire, un air glacial tout à coup s'échappe, s'enroule autour de mes pieds qui ne peuvent plus bouger, et impuissant, je reste là, sur un trottoir d'East Village, à scruter les détails touchants de cette épitaphe plantée comme un poignard dans cette nuit froide où grimace le spectre du sida. Jean-Paul Daou, 111 Wooster Street. Pour ma part, dans mon bain tourbillon new-yorkais où la diversité est la norme, je suis sensible aux procédés de figuration et de mise en fiction d'autres artistes, sensible aux ressources d'autres écrivains de l'Occident à l'Orient, même si, au moment de l'écriture, je dois me sentir seule avec mon matériau et farouchement indépendante pour tâcher de produire un texte singulier qui respirera le souci de notre humanité. Car j'écris pour me traverser dans notre présent et je ne sais pas plus que d'autres où m'entraîne le courant ni comment l'histoire m'enveloppe. Pourtant, et j'habite au loin depuis assez longtemps pour m'en rendre compte, je sais que le Québec demeure ma nappe aquifère profonde. Madeleine Monette, l'Amérique est aussi un roman québécois. Le roi de Vartal. Le roi Arthur vivait au centre-ville, l'hiver, dans une grande maison qu'il avait près de l'église, parce qu'il s'ennuyait dans son château en banlieue. On ne pouvait pas dire que c'était un mauvais roi, ni même que c'était un bon roi. Il avait son caractère comme tout le monde, mais dans cette région paisible et prospère, abritée des grandes querelles du siècle, qui était le pays de Fartag, le roi faisait ses affaires et menait sa vie sans déranger grand monde, sans déranger personne. Il avait une fille très intéressante qui s'appelait Smine, mais elle détestait qu'on l'appelle princesse. Elle disait qu'elle était un prince et elle voulait que tout le monde dise « le prince Smine ». C'était l'unique enfant du roi et on lui passait ce caprice féministe. Pauline Harvey, La ville aux gueux. Ce n'est vraiment pas l'après-midi pour essayer d'écrire un livre. Je vous le jure. Je veux dire, ce n'est pas facile de se concentrer avec la tralée de clients qui, les uns derrière les autres, se pointent le nez au guichet. Aujourd'hui, ce sont surtout des Américains en vacances. Ils viennent visiter la belle province, la différence, l'hospitalité spoken here. Ils arrivent par l'Ontario. Je dois être le premier Québécois, leur premier native. Il y en a même, c'est touchant, sacrament, qui s'essayent à me parler en français. Je les laisse se ridiculiser. Je ne les encourage pas. Je ne les décourage pas non plus. Je veux dire que les Américains apprennent le français à l'école et qu'ils viennent tenter de le parler par ici au mois d'août. C'est leur plus strict droit. C'est toujours bon de vérifier si l'instruction que l'on a reçue peut être utilisable. Pour ma part, celle que j'ai subie ne valait même pas le déplacement à bicyclette. Je l'ai vérifiée en cherchant du travail,
en regardant autour de moi, en tentant d'être heureux. Jacques Godbout, salut Galarno. Ceux et celles et celleuses qui croient que la soirée se termine sur cet extrait, eh bien, je suis désolé de vous l'apprendre, c'est loin d'être fini. 80 ans, c'est long. Les organisatrices de cette soirée ont pris bien soin de nous faire sentir passer le temps. Permettez-moi de revenir sur cet après-midi lugubre où je fus coincé par cette secte, pour ne pas dire trappé, tel un vulgaire castor dont la fourrure m'avait pourtant protégé jusque-là des avances les plus hardies. Une fois la stupeur provoquée par ma prise de conscience, mon deuxième étonnement, pour user d'un euphémisme, fut de constater qu'il y avait autour de la table que des femmes. Il y avait bien sûr Enzo, qui, je le compris, était secrétaire mais non perpétuel, ainsi qu'un certain Simon, se présentant comme très interdiscipliné. Mais sinon, rien qui pouvait rappeler l'auguste et noble composition de la vraie académie, l'original, qui a le bon goût de maintenir le taux d'occupation de la gente féminine très bas afin de pouvoir rester immortelle. Ma troisième stupéfaction fut de constater qu'il y avait parmi cette assemblée certains membres qui n'avaient pas écrit de roman. J'en fus terriblement choqué, pour ne pas dire consterné. Me fiant au récent palmarès de la presse, un journal dont jamais l'idée de le remettre en question ne me traverserait l'esprit, j'avais compris que la poésie, l'essai et le théâtre n'ont produit aucun livre marquant dans les 25 dernières années. Mais la bande dessinée, oui. Et en ce sens, je fus étonné de ne pas voir de dessinateur ou de dessinatrice dans la cuisine. Peut-être étaient-ils trop occupés à dessiner, justement, plutôt que de venir perdre leur temps avec des poètes. Que faisaient donc des essayistes, des poètes et des dramaturges à cette table? Après mûre réflexion, tel un spécialiste de palmarès, j'en vins à comprendre la présence des poètes. Déjà que personne ne les lit, si en plus on doit les exclure des académies, quelle tristesse! La compassion, voire la pitié, sont donc à l'origine de leur inclusion et je remercie l'Académie pour ce geste humanitaire. Les essayistes, ce n'est pas difficile à comprendre, hein, mieux vaut les avoir de son bord. Et les L nous aident parfois à comprendre les textes de nos consoeurs et confrères, soyons honnêtes, et ça c'est quand ils ne nous aident pas à nous comprendre nous-mêmes. Mais les dramaturges, fallait-il à ce point tomber si bas? L'Académie française, qui comme on le sait est sérieuse, n'a failli qu'une seule fois depuis Eugène Scribe, en accueillant en ses murs René de Obaldia, qui avait l'excuse d'être noble, le privilège de n'être à peu près jamais monté, et la chance de mourir 23 ans après son entrée. Il eut donc à peine le temps de souiller la coupole de sa présence. Fort de ces incompréhensions, j'écoutais les textes défiler un à un, défendus par cette tablée, si ce n'est littéraire, du moins académicienne. De dire que les textes étaient nombreux ne serait pas exagéré, je ne savais même pas qu'il y avait autant de plumes au Québec. Quelques-unes parmi elles ont connu, me dit-on, un beau succès, c'est-à-dire une carrière en France. Sans même passer par la traduction. Ce qui est un exploit. Rappelons-nous ce mot d'Hubert Aquin au délégué du prix Goncourt venu rendre visite aux cousins dans les années 60. Ce qui nous sépare, vous et moi, c'est la langue. Ah, la langue. La belle affaire de l'Académie des lettres du Québec. Les temps ont bien changé depuis Hubert Aquin. Nous voici habitants, écrit Monique Larue dans La leçon de Jérusalem, des villes désormais carrefours de multiples populations, de multiples modernités, de multiples sociabilités. Il faut, une fois de plus, repenser la langue parmi les langues, reconsidérer les débats et leurs termes, reprendre la leçon de leur histoire. Ce monde qui a tant changé depuis le 26 août 1977, jour de l'adoption de la Charte de la langue française, ou loi 101, pourrait bien être devenu un monde dans lequel la qualité des langues, redéfinie, ou plutôt définie pour ce qu'elle est,
s'avère le plus grand atout, la plus grande force que l'humanité peut développer face à la quantité exponentielle des langues mises en contact. La ville est désormais une tour de Babel où la laïcité fait reposer entre les seules mains de la raison humaine le soin des langues. Sur ce, place au second moment de la soirée consacré aux affinités, aux amitiés et à l'amour. J'appelle à la barre Catherine Lalonde, Martine Audet, Jean-Paul Daou, Nicole Brossard, Daniel Canty et Vincent Lambert. Les pieds de grand-mère Antoinette dominaient la chambre. Ils étaient là, tranquilles et sournois comme deux bêtes couchées, frémissant à peine dans leurs bottines noires, toujours prêts à se lever. Des pieds vivants qui gravaient pour toujours dans la mémoire de ceux qui les voyaient une seule fois, l'image sombre de l'autorité et de la patience. Né sans bruit par un matin d'hiver, Emmanuelle écoutait la voix de sa grand-mère, immense, souveraine. Elle semblait diriger le monde de son fauteuil. Marie-Claire Blais, une saison dans la vie d'Emmanuelle. Pleurant sa fille, son unique, sa blanche exsangue, elle le dit, et la couronne d'épines vint ceindre ses lèvres de désormais toujours seulement grand-maman. Pour toujours vieille, l'aïeule, désormais toujours vieille de bouche et d'alentour. De cette source, 5 mots tombèrent, marqués au plomb, 5 qui coulèrent, perdus, comme pleurés, perlés, comme l'aurait fait une à une autant de gouttes de sang ou de larmes si elle avait encore pu. Elle le dit, grand-maman, Phoque, c'est une fille. Catherine Lalonde, La dévoration des fées. Quand j'arrive près de chez nous, je le sens de loin. À cause d'une odeur familière, un mélange de senteurs faits de pourriture, de parfums raffinés, d'excréments des chiens, des pigeons et parfois des humains. De relents tout-terrain de fumée, de cigarettes, en concurrence avec celle des moteurs. Tous les fumeurs boucanent en plein air maintenant. Chaque ville a son odeur, me dis-je, et je respire celle-ci goulûment. Je ne prétendrai pas affirmer que j'aime ma ville, mais dès que j'y pose les pieds, dès que je replonge dans sa puanteur, je retiens une profonde et agréable détente, au point de craindre de m'endormir avant d'arriver à destination. Et c'est maintenant seulement que la tristesse me revient. Je recommence à penser à maman que j'ai perdue en route, cette fois pour de bon. Yin Shan, rayonnement. Tu vois, Jeanne, ici, c'est la mémoire d'un lieu qu'on a épuisé. Tu vois les arbres morts, tu vois les vitres brisées, oh, tu vois cette carcasse de voiture, tu vois la tôle, le plastique, le caoutchouc, tu vois. Vois, regarde bien. Il faut qu'une partie du paysage t'enseigne notre propension à salir et à détruire. C'est beau, n'est-ce pas? Nous sommes perdus. Mais non, nous ne sommes pas perdus. Qu'est-ce que tu racontes? Arrête de pleurer. Je te dis que nous ne sommes pas perdus. Ma mère pense que je pense que nous sommes perdus en forêt. Nous ne sommes pas perdus. Regarde, c'est un sentier.
Les sentiers sont faits pour diriger nos pas. Elle me montre le sentier pour me faire voir que nous ne sommes pas perdus. Regarde. Elle pense que nous sommes égarés, alors que je pense que nous sommes périssables et condamnés. Regarde le beau sentier. Toute conversation avec ma mère est un malentendu. C'est beau, n'est-ce pas? Tu aimes te promener en forêt avec maman. J'explique à ma mère que nous sommes tous perdus, en forêt comme ailleurs, parce que nous sommes périssables, nos ruines sont déterminées, et bientôt nous serons des cadavres pourrissants et suintant de liquide dont se régaleront les insectes et les oiseaux. Et je pleure. Arrête de pleurer. Je n'arrête pas de pleurer. Arrête. Je crie, je ne sais plus que crier. Tais-toi. Arrête. Tu vas arrêter de crier. Mon Dieu, faites la terre. Ma mère pense que je fais mes dents. C'est pour vous dire l'ampleur du malentendu. Évelyne de la Chenelière, La vie utile. Elle, c'est moi, la fille qui marche défaite de ses attaches, qui erre au mouvement de sa liberté, pense, soupèse et mesure ce qui peut advenir. De fille dessaisie, je suis devenue mère, sans passage, fracturée, en espoir d'une recomposition. Je plante mes chairs, mouvement perpétuel, sur terre enfoncée, mains ouvertes, regard en survie, elle jamais loin. Je la vois, encore vaste et remplie d'une attente. Je plonge mes yeux dans l'image, devine son appel d'évasion. L'amplitude des bras qui lui permettrait de voler vers un lieu inconnu, de saisir à même son corps tout l'air ambiant. La mer s'emporte. Le vent, venant du sud, foule le parc où elle se pose avec les enfants. Elle voudrait l'ailleurs encore. Cherche du regard une chose insensée qui la bercerait. Diane Régimbald, elle voudrait l'ailleurs encore. Les poètes écrivent leurs livres pour les mères qui vont mourir, car les livres ne meurent pas de Babylone à Sarajevo. Devant ta soif, ta fièvre, ta détresse, je sais. Tu m'as suivi entre chien et loup jusqu'à ce que j'étreigne et que j'étrangle du même coup. Au fond du trou de la mémoire, l'oncle lancinant, l'amant américain. Tu vivras tant que je te parlerai en silence dans ma tête, que je t'écrirai sans faire de bruit avec les mots silencieux. D'où vient cette odeur d'orange, d'œillet et de vernis à ongles? La mort allonge le sillage des parfums? Entends-tu ce cliquetis de seringues sonores clignotant comme des boucles d'oreilles dans l'aquarium du couloir? Et soudain, tu reposes en paix dans la stricte mémoire des pierres pensantes au cimetière marin de Sainte-Luce-sur-Mer. Paul Chanel Malenfant, La petite mariée de Chagall. Oui, je t'ai abandonné, entourée, et cependant me suis coupée de toi. Toi, t'en allant bouche cousue, ton bagage de secrets en cendres, seul, anonyme, dans ce quelconque lieu, ton néant, ta fin. Maintenant qu'en moi tout va s'achevant, déjà apparaît et pleure la mourante à venir et murmure « Accompagne-moi, illumine-moi, ma mère. » Nous, virtuoses du vieillissement, apprends-moi ce qui palpite à l'intérieur, cette chance à double tranchant, vieillir. Tandis que Gaza et les autres coulent, que funestement coule un monde entier. Vieillir,
Jusqu'où et pourquoi? Denise, des hôtels, elle, Ulysse, un retour. C'est cette même année de mes 9 ans que sont arrivés les hommes vêtus de noir, armés de leurs fusils, le regard dissimulé derrière leurs cagoules, ils sillonnent l'île. Le pays couché ne se relèvera jamais, prédisent les vieux, puisque les femmes, pour nourrir leur marmaille, apprennent à vivre sur le dos, sous les bottes des hommes en noir. Moi, je me réjouis d'être aussi rachitique, malingre, la peau si foncée. Derrière leurs lunettes noires, les hommes en noir ne me voient. Enfant invisible pour les hommes au vert fumé. Marie-Célie Agnan, le livre d'Emma. Tu passes sans cesse de la joie à la peine. Tu l'admets, ça dépend des jours, des images, de l'humeur du temps. Ça oscille, ça s'entrechoque, ça combat, souvent ça te tue. Il te faut ressusciter tout ce que tu appelles le courage, chaque fois rendre ton cadavre par les épaules, le mettre debout et le réprimander, devenir à la fois ta mère et ton enfant, sans savoir qui parle en toi quand tu parles, qui écrit quand tu écris. Tu continues à taper ces pages qui ne font avancer aucune cause, seulement te maintenir la tête hors de l'eau quotidienne. Tu t'inscris dans l'humanité qui résiste sans hurler. Louise Dupré, exercice de joie. On raconte que ce monde existe dans nos yeux seulement. Et depuis les premières heures, parce qu'en tout centre, il brûle. Si je ne comprends toujours pas davantage la généalogie qu'un caillou, pour toi, j'éclaircis. Du noir nos abris, depuis qu'au mot j'éteins notre lignée d'images. Rosalie Lessard, L'Observatoire. « 31 mars 2014. Chère Lise, ce matin déjà, l'idée de cette correspondance prend tout son sens. À la veille d'un départ, ma tendance est de me dire que ce n'est pas le moment de plonger dans l'écriture. Pas assez de temps, d'autres urgences, pas la tête à ça. Mais comme je me suis engagée à t'écrire, je trouve le moyen de m'arrêter au milieu de mon agitation de voyageuse. C'est déjà un bon point. Voici donc quelques bribes au sujet de mon projet Nassara. Chère Carole, depuis que nous avons parlé de cette correspondance, un vent fou s'est levé dans ma tête, faisant revoler pêle-mêle dans les airs des mots sourds. Mes estimes, jalousie, blessures d'amour-propre. Évidemment, la pièce me réveille la nuit. Chère Lise, ce que je vois pour l'instant, une occidentale, disons M, participe à une réunion dans une ville africaine. Il y a une douzaine de personnes autour de la table, des Occidentaux et des Africains. C'est un séminaire, un colloque, je ne sais pas encore. M essaie d'écouter ses collègues, mais elle n'entend que des voix d'enfants. « Nassara! Nassara !» Puis arrive un jeune homme avec une kalachnikov. Chère Carole, la nuit dernière, j'ai entendu très clairement cette phrase en revenant chez moi. « Vaut mieux vivre solide dans l'effondrement que de vivre effondré dans ce qui n'existe plus. » Et subitement, des images ont surgi. Une femme sur un ponton, entourée de ses invités, fête ses 60 ans. Quand à minuit, elle déclare qu'elle est devenue une tortue, dévoilant un début de carapace
elle leur annonce qu'elle a décidé d'aller vivre dans la mer la nuit. Dois-je m'y fier ou croire qu'elle se rit de moi? Chère Lise, la prochaine fois, je t'écrirai de Ouagadougou. Chère Carole, demain, je prendrai la route pour Percé. Carole Fréchette, Lise Vaillancourt, un vent fou s'est levé dans ma tête. Plus belle que les larmes, jeune fille plus belle que les larmes, qui ont coulé plus qu'averse d'avril. Beaux yeux aux ondes de Martin Pêcheur, mémoire aux colombes dans l'espace du cœur. Mes mains sont au fuseau des songes éteints. Je me souviens de sa hanche de navire. Je me souviens de ses épis de frissons. Et sur mes fêtes et mes désastres, je te salue, toi la plus belle, et je chante. Gaston Miron, L'homme rapaille. Et j'ai trouvé l'ivresse de la distance. J'ai senti mon cœur hors de moi, heureux d'être en exil de mes pensées ordinaires, battant la campagne en cherchant sa pitance. Et c'est dans un espace entre deux pommiers, quand le soleil bas rongeait la toison du ciel et que les bernaches achevaient de déchirer le bleu. C'est là, derrière le malheur qui poussait encore et la stridence de la voix rapide chauffée à blanc, que je t'ai entendu chanter. Et c'était comme une faille dans le paysage, un nid de voix humaine, un creuset où je voulais me jeter pour mieux entendre. Et pourtant, je restais en retrait sous un arbre, tout entier, dans l'espace caressé par ta voix. Pierre Neveu, l'espace caressé par ta voix. Je me souviens de toi, Gilles, mon frère oublié dans la terre de Sicile. Je me souviens d'un matin d'été à Montréal, je suivais ton cercueil vide, j'avais 10 ans, je ne savais pas encore. Ils disent que tu es mort pour l'honneur, ils disent et flattent leur bédaine flasque, ils disent que tu es mort pour la paix, ils disent et sucent leur cigare long comme un fusil. Maintenant, je sais que tu es mort avec une petite bête froide dans la gorge, avec une sale peur aux tripes. J'entends toujours tes 20 ans qui plient dans les herbes crissantes de juillet. Et nous demeurons pareils à nous-mêmes, rauques comme la rengaine de nos misères. L'herbe pousse sur ta tombe, Gilles, et le sable remue, et la mer n'est pas loin qui répond au ressac de ta mort. Tu vis en nous, et plus sûrement qu'en toi seul, là où tu es, nous serons, tu nous ouvres le chemin. Jacques Brault, Suite fraternelle. Aimé, je t'écris éloigné alors qu'une mer nous sépare. Éloigné, ma pensée se fragmente et ne se constitue pas encore. Les mots brûlent, les baisers endormis dans la tanière où s'étreignent l'air et le vide. Tu figures avec la nuit l'instable sensation de ma solitude et de ma perte. Même indicible, je t'écris comme qui confierait son désir à la lecture. Tu deviens dès lors tangible de mémoire caressée. Voilà que je surprends sur ton visage les mains du rêve. Paul Bélanger, Amour. Hier, ce pourrait aussi être aujourd'hui ou demain, vous êtes par hasard découvert sur mon chemin. Nos regards ne se sont pas croisés, chacun à leur manière, embués, aveugles, pourtant voyants. Cette rencontre a eu lieu hors de l'écoulement des jours, comme un intervalle.
ailleurs ou autrement puisé, dans des corps distincts des âmes? Ce qui a eu lieu, nous ne savons en parler, ni de cette tension qui nous habite, ni de cette vision. Nous le pouvons. Nous cousons des lettres égarées. Daniel Fournier, Effleuré de lumière. La saison des lucioles s'est terminée. Nos rendez-vous secrets se poursuivaient. Personne ne savait ce qui se passait entre nous. Monsieur Oribi venait toutes les semaines chez moi après le coucher du soleil et partait peu avant minuit, sans exception. À chaque rencontre, il me caressait doucement et longtemps, comme la première fois. Il me répétait « Tu es tellement sensuel ». Peu à peu, je m'éveillais à la sexualité. Je ne pouvais plus faire ma vie sans lui. J'aurais bien voulu rester en sa compagnie tout le temps, mais je ne savais même pas où il habitait. Aki Shimazaki aura tout. C'est le soir, un soir sombre d'automne, on entend, venant de très loin, comme du fond de la misère humaine, un petit air de musique à bouche, triste et plaintif. J'ai bien pensé à toi, Ciboulette, dans ma prison. J'ai pensé à mon évasion et à toi. Je savais que Passepartout m'avait trahi, mais j'y pensais pas. Je me disais, Ciboulette est toute seule maintenant. Je me disais, Tinoir et Moineau peuvent pas l'aider et Passepartout doit chercher à lui faire du mal. Je me disais, peut-être qu'elle est malheureuse et c'est de ma faute. Ils sont tous malheureux et c'est moi qui les ai conduits là. Leur nom est sali maintenant. Leur vie est plus pareille et je me disais, j'aimerais sortir d'ici et aller voir Ciboulette et la prendre par la main et l'emmener au cinéma voir un film de la jungle ou un film d'amour. Je me disais, il faudrait bien qu'elle soit heureuse. Il faudrait bien que je sois heureux moi aussi, comme tout le monde, dans la grande rue. Marcel Dubé, Zone. Fin du mois de mai 1912, la salle de répétition du collège Saint-Sébastien de Roberval. César a dit, amène-le au bois d'Apollon, liez-le au tronc du plus beau des lauriers, puis décochez contre son corps nu toutes vos flèches jusqu'à ce que vous vidiez les carquois, jusqu'à son corps nu soit pareil au hérisson sauvage. Oui, Sanaé, oui, mes archers, c'est ce que je veux. Ce sera beau, ce sera beau. Mais César a dit, ensuite, coupez sa belle chevelure et déposez-la sur l'autel en expiation, et que sur elle je pleure. Or, il suffit qu'une coupe, une chevelure de femme, et qu'on l'emporte à l'empereur. Je vais revivre, Sanaé, mais pour revivre, ô mes archers, il faut que je meure, il faut que je meure. Nous briserons nos arcs. Tendez-les, où est votre amour? Vous m'aimez, vous brûlez de servir mes sorts et vous empêchez que mes sorts s'accomplissent, que cet anneau de mon éternité se ferme. Vous m'aimez et vous n'exaltez pas mon mystère. Je vous dis que je vais revivre. N'ayez aucune crainte. En vérité, je vous le dis. Seigneur, nous allons donc tuer notre amour. Si jamais vous m'aimâtes. Michel-Marc Bouchard, Les Feuilluettes.
j'inviterai Jean-Paul Daou à me rejoindre pour la première exception de la soirée. Jean-Paul lira du Jean-Paul, un extrait de son poème « Prière new-yorkaise ». Mon Dieu, j'ai besoin d'argent, de beaucoup d'argent. La santé, je l'ai, merci mon Dieu. Mon chum aussi. Oh, mille merci, mon Dieu. Vous m'avez toujours exaucé. Mais là, j'aimerais vous dire 1000 millions de merci pour le million que vous allez me donner. Ce qui pour vous n'est strictement rien, mais pour moi, c'est très important, mon Dieu, car voyez-vous, j'ai besoin d'argent pour oublier l'argent de bonne fois pour toutes. Et comme à part ça, j'ai tout ce qu'il me faut. Oh, donnez-moi de l'argent, mon Dieu, beaucoup d'argent. Oh my God, please. Oh, comme je vais vous remercier. Je vais grimper les marches de l'oratoire à genoux, comme Imelda Marcos dans la nef de la cathédrale Saint-Patrick. Vous l'avez bien exaucé, elle. Merci de me donner de l'argent, beaucoup d'argent. La culture québécoise ne s'en portera que mieux. Je vous le garantis, mon Dieu. Oh, vite, donnez-moi de l'argent. Merci Jean-Paul pour ce grand moment de sincérité, peut-être même le seul de la soirée. Notre prochaine partie est consacrée à l'intimité et au paysage. Eh bien, comme thème enlevant, on ne peut faire guère mieux. Courage. Soyons honnêtes quelques instants, ni vous ni moi ne souhaitions être ici ce soir. Dans mon cas, vous aurez compris, j'ai été coincé. Dans le vôtre, je suppose que c'est un peu la même histoire. Beaucoup d'entre vous avaient mieux à faire, comme par exemple lire un livre. Pas ceux des collègues, ne poussons pas la souffrance trop loin tout de même. Je parle bien sûr de littérature étrangère. Certains d'entre vous espéraient, étant donné que c'est un événement du Festival international de littérature, assister à un spectacle international et glamour, c'est-à-dire avec des stars françaises telles Jane Birkin, Jean-Louis Trintignant ou Dany Laferrière. Eh bien, outre le fait que les deux premiers sont morts et que le troisième siège à la vraie académie, il n'y aura rien d'international ce soir et encore moins de glamour. D'autres se sont dit, c'est la seule possibilité de croiser Anaïs Barbeau-Lavalette ou Michel Jean. Encore une fois, ils se seront trompés. Et là, maintenant, juste maintenant, vous sentez les mâchoires du piège à ours se refermer sur votre jambe. Oui, ce soir, vous allez être broyé par la littérature. Le chœur littéraire qui vous accompagnera dans cette débâcle sera constitué cette fois de Martine Audet, Jean-Marc Desjean, Élise Turcotte et Rodney Saint-Éloi. Pour qu'une étoile me regarde droit, ce n'est pas trop de l'encontre de la nuit, de l'arasement du socle solaire, et me reste l'étroite strie de l'œil. Pour qu'une étoile dise l'intention de l'œuvre, je la vois laisser préséance à la nuit, granule grave, où s'intériorise l'embrasement, milieu de moi, dont l'obscur est une présence. Rina Lanier, une étoile. Je m'enfonçais dans la nuit, dans la pluie, et jusqu'au fond d'un ténébreux moi-même, comme le plongeur viole la mer d'un élan obstinément droit. Je m'enfonçais dans la ténèbre avec des yeux clairs, volontairement aveugles, avec une langue obstinément muette. La nuit était moins épaisse que mon silence et mon aveuglement. Alain Grandbois, Les îles de la nuit.
Est la mémoire de ce qui fut et redevient. En ce moment, il pleut. En ce moment, il neige. En ce moment, la coque d'un navire fend en plein centre une vague de 6 mètres, dressée par le vent. D'est, nord-est, 30 nœuds, j'écrirai 30. En toutes lettres, les voyelles soufflent, 40 nœuds, 50. En ce moment, des processions d'anges t'approchent, des hordes de chevaux, des bêtes rouges. En ce moment s'affolent. Qui prendra soin des livres? Qui vous aimera? Qui se souviendra de vous? René Lapierre, pour les désespérés seulement. Quand on pense à la nuit, on pense à ce que l'on perd, le repos ou sa sérénité. On pense aux gens qui l'habitent comme à des gens qui se cachent. Mais je crois plutôt que lorsqu'on s'installe dans la nuit, c'est parce qu'on l'aime. Car la nuit a un charme fou, surtout lorsqu'elle ouvre le territoire de ce que l'on peut dire, parce qu'il fait assez noir et qu'on est assez déposé pour toucher à l'abandon. Il faut chercher le rouge dans le noir, la nuit dans le jour et l'épreuve dans les gestes. Je trouve ma nuit un peu partout, dans la forêt, dans la vitesse, dans les conversations qui me soulèvent. Je la trouve quand s'arrêtent les calculs, quand s'éteint le bruit, quand je descends vers l'autre. Camille Riedman Prudhomme, quand je ne dis rien, je pense encore. Les ponts suspendus. Dans quel cimetière reposent maintenant les ponts suspendus sur les blessures quotidiennes et les chances de survie? Je me souviens, les ponts faisaient naître les rivages et les îles n'étaient pas étreintes dans leur solitude d'eau. Les parfums s'entremêlaient dans le vent et les enfants avaient chaque jour de grands jeux pour leurs yeux nouveaux. Oh, je le sais, ne me le redites pas, les jours de pluie reviendront avec leur joie nuancée. Les poids s'accumuleront dans l'innommable balance. J'ai tout au fond de ma tête des images impossibles, des visages de regret. Pour quel symbole de misère, pour quelle mandragore sanglante. Qu'en est-il des mirages de la nuit? Que devient l'aube? Demain, oui, je sais, demain, le jour se lèvera sur nos masques. Jean-Guy Pilon, comme eau retenue. Neige légère, lente. Il n'est pas rare que le jour me laisse ainsi, éloigné des bruissements du monde, assez seul pour ne jamais cesser d'être seul. Une clarté se tient au fond de la nuit, pierre, eau, ciel. Une chambre est descendue, vouée à l'ombre, au silence. Sur la table, les lettres, traces fragiles qui reposent sur ma vie, passerelles au-dessus de l'absence. Neige légère, comme si la poussière du monde revenait sur nous. Il reste parfois peu de choses, quelques traits sur le visage, les lignes revenues au bout des doigts, des fragments entassés par le temps. Frêle éclat répandu, ça et là,
comme si la marque légère n'était pas encore la marque, comme si quelques flocons n'étaient pas encore la neige. Hélène Dorion, un visage appuyé contre le monde. Le ciel est au point mort. C'est de là que je parle. Latitude 0, le creux des mains à distance des formes et oubli des formes. Plus vain qu'un rat, qu'une plaine, modeste et pure après les tourbillons, le passage du mauvais sort. Je suis un témoin marchand, quelques atomes d'esprit humain avec 2 bras sans mémoire. Je mâche hors plafond, par-delà les malentendus, peut-être uniquement pour me tirer d'affaire. Je n'ai pas d'autre ambition. Monique Delan, Géologie des corps surpeuplés. Il nage en connaissant la rivière, en la reconnaissant. Et je pense, de nous deux, c'est moi l'étranger ici. Ailleurs, partout ailleurs, c'est lui. Alors j'ai cette indulgence si proche de l'amour. Je le suivrai toute la nuit dans les courants lisses et frais de la rivière. Mon souffle gémissant comme le sien contre le sien. Je frôlerai de ma peau plus tendre, moins cuir que la sienne, le dos des brochets et le dessus rond et doux des grosses roches à fleurs d'eau. Je serai anguille de nuit, moi aussi, par amour. Cet amour, le mien, si difficile à placer quand je suis avec lui, mon père. Robert Lalonde, Le fou du père. La neige et le vent ont cessé subitement ce matin, comme une bête qui, sans raison apparente, abandonne sa proie pour en chasser une autre. Le silence nous a surpris, dense et pesant, alors que nous avions encore l'impression que les rafales allaient arracher le toit et que nous serions aspirés dans le vide. Quand on regarde par la fenêtre, on dirait qu'on est en pleine mer. Partout, le vent a soulevé d'immenses lames de neige qui se sont figées au moment même où elles allaient déferler sur nous. Mathias en a profité pour faire un tour dehors. Dans le tunnel sans fin de ma longue vue, je le vois qui s'éloigne en marchant sur la neige durcie par le froid. Et sa silhouette rapetisse à mesure qu'il approche de la forêt. On dirait un roi mage qui avance vers son étoile. Christian Gué-Poliquin, Le poids de la neige. Je peux ne rien voir du nom, ne rien dire des bontés qui occupent la chambre. J'enfile le jour tel un vêtement. Je passe ma langue sur un poème. Je peux, ta voix, bientôt sa perte, baiser au flanc comme de la craie. Tous les vivants sont à ma taille, les vivants avec des trous. À quel moment ouvrir les pluies? En quel monde prendre forme? Les pluies n'en finissent pas de pétrir le sol, d'occuper ma violence, et pourtant je peux étoffe, comme dans un livre, traîner des aubes autour du cou. Je peux encore un lot, poème si rare, et en travers la gorge, les obliques chemins. Quelques réserves, une manière d'exister.
Martine Audet, ma tête est forte de celle qui danse. Tu sais, petit frère, personne ne vole. Les éléments sont humains. Une personne d'air, une personne de feu, une personne d'eau. Personne ne peut voler la terre qui t'a vu naître. Personne ne peut voler ton sourire. J'ai 100 mots à te raconter. Mon vieil âge, mes rides. Je n'ai plus l'alerte des pas. Le souffle court, j'avance dans mon songe, sans fatigue. Je sais entendre les feuilles. J'apprends le monde. Mon âge vieillit avec moi. Je n'ai pas 100 mots, je n'ai pas 100 ans. Je suis femme, mère, sœur, amie, amoureuse. Cela me suffit. Joséphine Bacon, Uyèche, quelque part. Pour reprendre les termes de Jacques Renaud, le fabricant de conserves Victor Barbeau, accessoirement fondateur de l'Académie, décrivait le joual comme une langue dégradée et pervertie et a qualifié les œuvres de Jacques Renaud et d'André Major d'abomination. Grâce à cet homme, dont le progressisme ne pourrait être mis en cause, le joual fut exclu de l'Académie pendant des lustres, jusqu'à ce que la pression de la mode du jour finisse par lézarder les murs de l'institution. Mais qu'est-ce donc qu'écrire en français en Amérique? Lise Gauvin, dans La francophonie au féminin, y répond. C'est accepter de s'inscrire dans une dynamique de l'instable, une poétique du doute et de l'incertain, une pratique du soupçon. La langue française, qui ne se concentre pas dans un continent, bénéficie d'une dimension archipélique qui lui permet de se développer de façon différente, selon ses points d'ancrage, et d'échapper à une globalisation qui risquerait de se confondre avec l'uniformisation. Autant la francophonie peut être considérée comme une chance pour la langue française, en lui assurant un renouvellement plus riche et plus diversifié du fait de n'être pas confiné à un seul territoire, autant cette même langue est un apport précieux dans une Amérique menacée de monolinguisme. Alors, comme l'Académie est très discrète sur les nouvelles tendances, je pense entre autres à l'écriture inclusive, notre gouvernement est obligé de légiférer à sa place. Ainsi, apprenait-on, pas plus tard qu'avant-hier, que le cabinet de notre Premier ministre, sous la recommandation du ministre de la langue française, Jean-François Roberge, à qui on devrait d'ailleurs proposer un siège à l'Académie, ne serait-ce que pour mousser les subventions, le cabinet, disais-je, a émis un décret bannissant, le mot n'est pas trop fort, l'écriture inclusive. Bannir, c'est-à-dire bouter hors patrie, que les yels, tous et celleux aillent se faire voir ailleurs, au Canada anglais par exemple. Dehors les mots émergents comme mix ou freur, fini les doubles abrégés de type écrivain, veine, ouste les points médians du genre écrivain, point médian E, point médian S. Car il s'agit de nettoyer la langue afin de lui redonner le lustre d'antan. Ah, je suis toujours soulagé, et je suis sûr que vous l'êtes comme moi, quand notre Premier ministre comprend nos inquiétudes vives face au péril de la transsexualité, de l'immigration, de l'écriture inclusive, des prières dans les rues et des tentes pour Gaza, ces dernières, je le cite, pour des combats qui ne sont pas les nôtres. Que peut-on ajouter? Un silence assourdissant, sans doute.
J'invite sans plus tarder Nicole Brossard, Rodney Saint-Éloi, Jean-Paul Daou, Daniel Canty, Monique Proulx et Martine Audet à venir sur la scène pour nous livrer des extraits réunis sous le thème des écritures, de la forme et du rythme. Que les haches hachent, prêtent leur langue rouge pour le cou, pour le mou, pour le trou à fendre entre les yeux, sous le sang qui m'est dû, le baiser alourdi sur mon dos, le vermeil dans l'oreille, rose et cru, que l'on distribue à toutes les tables, les dents mâches jusqu'au lobe, le rire qui renverse la roue de la plaine où personne ne passe, lécher la molly, le pied courant vers la pierre qui accolera le bien-aimé. Si elle n'était pas vraie, la mort au ventre qui fait vomir le pommeau d'or et fermer le mur de la tour, on retire les pieux au nuage de l'arbre, le fouet arrache les glottes au fond du lit de la femme déchirée. Qui jettera le pont sur le crime, d'être la hache morte, de ne plus voir l'orange aux cuisses de la fille, inondant le père de l'opaque, ombre châtrée. Il faut planter dans la terre et glisser dans l'homme aveugle la porte hermétique. Fernande Saint-Martin, La fiction du réel. La phrase épuisée, il fallut respirer jusqu'au seuil de la nuit, imaginer comment le souffle pouvait, par fil et flottement du sentiment, s'éterniser à l'autre bout de soi. D'une seule main, je vivais rassemblé en un émerveillement de roses respirations. Une eau forte, de petites intonations qui évitent de suffoquer. Dès le matin, j'ai su qu'il fallait répéter, graviter pour éviter la souffrance, mais une heure plus tard, je dis le contraire. Si la pluie, si une partie de moi se casse à l'oblique, je réarme le vertige, debout, l'oreille tendue dans le matin déjà plein d'astuces. L'air humide et ses premières voyelles. Encore une intonation. Laisse-moi me détourner de la guerre. Nicole Brossard, Lumière. Et s'il y avait, de l'autre côté de moi, quelqu'un, il serait sous un drap, un tissu sacré, sel, un linge posé délicatement sur sa figure secrète. Ce serait comme une fragile couture, des peaux, une germination sans avenir, un cadavre, une bouche ouverte, une grotte, on dirait, la parabole de l'errant, claqué, crevé. On pourrait voir jusqu'où ça bouge ou pas. C'est béni, violent de grande beauté. C'est l'horreur quand nos yeux nous voient. Une fois traversé, passé le grand trou, on appartient à la beauté générale. Je me suis habillé noir, je me suis redevenu et j'ai embrassé tout ça. J'ai fait miracle avec le tremblement, le plaisir de mordiller la peur, de détruire les horreurs de la table, dressée en plein bois. Voilà pourquoi l'être se tient plusieurs. Il entre à l'origine et à l'événement. On se crée des respirations, glissant, coulant. Tout a commencé par le souffle. Tout continue par la tête du penseur, au sans forme, sexuel. Je peux mourir, je dois mourir. Du côté des brouillards, c'est trop beau. Et faire admirer la nuit des deux mondes. Je n'irai pas au-delà de certains paysages intérieurs.
Jean-Marc Desjean, Misère et dialogue des bêtes. Cette histoire, c'est le bruit d'une chute à cheval qui brise le ciel. Voilà Perceval, il crie qu'on lui donne sa tête, donnez-lui sa tête. La journée reste jeune et le pire à venir. Écriras-tu l'été comme si personne ne regardait? Tu m'excuseras, occupé que je suis, à mourir. Les vertèbres rompues, mieux qu'à cheval, je te porte en moi comme une désolation. Je corrige la mer et la répétition. Je m'en viens doucement t'ouvrir le ciel avec un vilebrequin. J'écrirai proprement cette fois, c'est promis. Tu me verras enfin vidé de fantômes. Tu diras, l'histoire est toujours une affection de la beauté. Tania Langlais, pendant que Perceval tombait. Je me tournai vers Perceval. Ce soir-là, la bête était déchaînée. En entrant dans l'écurie, je fus sur le point de retourner en arrière. Le cheval se démenait si fort que je craignais qu'il ne défonçât tout. Une fois à l'abri dans le fenil, je contemplais cette rage étonnante. Le sang sur son poil se mêlait à la sueur. Il était cruellement entravé, pourtant, et cela ne l'empêchait pas de se débattre. Je crus mon premier sentiment fait de pitié en voyant une superbe créature blessée et torturée. Je ne me rendais pas compte que cela surtout m'était insupportable de constater une haine aussi mûre et à point, liée et retenue, alors qu'en moi je sentais la mienne inférieure et lâche. Ce démon captif, en pleine puissance, m'éblouissait. Je lui devais en hommage et en justice aussi de lui permettre d'être soi dans le monde. À quel mal voulais-je rendre la liberté? Était-il en moi? Le torrent subitement gronda avec tant de force sous mon crâne que l'épouvante me saisit. Je voulus crier. Je ne pouvais plus reculer. Je me souviens d'avoir été étourdi par cette masse sonore qui me frappait à la tête. En Hébert, le torrent. Un mot dans le monde, un mot qui dénomme tout par la racine. On parle autour, à défaut de tomber dedans. Tu l'entends, et le corps lâche des bouffées de chaleur, de rire incompréhensible. La personnalité comme une pierre des champs cassée par le soleil. Un tel mot existe. On peut se fier au caractère inépuisable de son absence au milieu de nous, en silence forcé. Nous, les élèves pourris du silence. Vincent Lambert, la 3e à partir du soleil. Le poème passe comme la vie, et c'est très bien ainsi. Le poème a de l'âge, devinez donc comment il s'apporte, ce qu'il fait, les soirs où il est seul, la musique qu'il écoute, se risquant même à lui imaginer les mots qu'il faut, les images qu'il regarde, leur inventant des titres fous, la danse qu'il esquisse, aérienne et légère, et dont il oublie aussitôt la chorégraphie. Le poème, oui, ne fait que passer, mais s'il s'absentait longtemps, que ferions-nous, dites-moi, avec tout ce malheur de l'enfance? Normand des Bellefeuilles, le poème est une maison désormais inhabitée.
Est-ce vrai que les textes s'abîment tels des défunts mis en terre sous une feuille de glace au bout de chaque hiver? Car les livres cassent, glaçons pendus aux maisons, fragiles, se brisant au moindre vent. Le frère aussi. Cette ombre lèche les travaux de mes nuits. Ces lieux imparfaits n'ont pas su tenir leurs promesses amoureuses. Hugues Corriveau, Le livre du frère. Voici maintenant venir la section des petits jeunes, celle des lauréats et lauréates. La soirée est si longue que certains d'entre eux et elles ont eu le temps de devenir vieux. Qu'est-ce qu'un lauréat? En gros, c'est quelqu'un qui a gagné à la roulette. Car les modalités d'attribution des prix de l'Académie sont nébuleuses. Il y a bien sûr du copinage, de la corruption et des tractations de coulisses. Puis, on procède par élimination. On raye de la liste ce qu'il y a de pire. Quand il ne reste plus rien, il faut reprendre le processus, mais en abaissant considérablement les critères. Pourquoi décerner des prix à des lauréats et des lauréates? Pour se donner bonne conscience. Qu'est-ce que cela change dans la vie d'un écrivain ou d'une écrivaine d'être lauréat? Je dirais qu'en général, il arrête d'écrire. S'il ou elle a eu la chance de construire une œuvre avant de recevoir le prix, il peut la regarder avec nostalgie. Si elle ou il n'a pas eu le temps, c'est trop tard, on est face à une œuvre mortenée. Comme leur seul moment de gloire aura lieu ce soir, je vous prie de recevoir chaleureusement Évelyne de la Chenelière, Élise Turcotte, Christian Gué-Poliquin, Vincent Lambert, Jean-Marc Desjean et Catherine Lalonde. Il est quand même trop cool, hein, le maître de cérémonie. Quand même. Nous ne croyons plus que la pensée voyageuse puisse désormais se séparer de son ombre. L'ombre nous est aussi nécessaire que la lumière. Il ne nous est plus possible de nous mettre à découvert dans la transparence de la pure lumière, de sortir de l'obscure caverne où ne s'agitent que reflets et mirages pour voir enfin le soleil face à face et saisir la vérité à pleine main. Claude Lévesque, L'étrangeté du texte. La terre est remplie de langage. Mais notre langue est morte. Mer cuite, Babel confuse, sémietin, poussière en déluge, mots perdus, lettres fossiles, oreilles closes, 20 cris dans les tympans malades. Écrire est-il possible quand plus personne n'entend? Plus loin que l'algèbre, forme unique, retourner cette terre, remuer les débris, lancer les miettes partout dans l'univers, attendre un seul moment, celui de la fraction qui broie, mais attendre longtemps. Ça s'allume et c'est tout. Madeleine Gagnon, À l'ombre des mots. Le corps de Gould au clavier semble s'intérioriser à chaque mesure et n'attendre au contraire qu'un silence infini. Il se penche avec une sorte de compassion minutieuse et exagérée sur le clavier, et son dos voûté, ses genoux pliés composent une image inimitable. Son visage touche en effet presque le clavier, et on a le sentiment d'un effort si concentré que le reste de son corps, les épaules et le torse en particulier, sont des obstacles à cette approche des mains et du visage. À 3 ans, il était à l'instrument et on rapporte qu'il sut lire une partition avant même de déchiffrer les pages d'un livre. Tout cela, c'était le désir de sa mère qui avait décidé d'en faire un musicien parfait. Georges Leroux, partita pour Glenn Gould.
On n'écrit pas sur l'or, on écrit dessous. On lui fait son lit. On lui étend, le couche dans la paille des mots pour qu'il repose dans le silence bruissant de son sommeil paradoxal, ses cauchemars, ses insomnies. Le roule sous nos yeux nus. On voit alors qu'aucune œuvre n'existe sans cette couche de rêve que la force des mots remue sous sa surface, afin qu'un peu de sens en sorte ou en retombe, secoué comme de la cendre. Pierre Ouellet, à force de voir. Il y a des restes, des rebuts, des éclats trouvés et, surgis de leur accumulation, la beauté, l'amour pour ce qui est petit, souffrant, désespéré. Agrégats de bouts de bois qui crépitent comme des flammes dans leur étui de carton sali et rapiécé. Dans cette attention aux détails, aux muscles, aux fractures et aux rides, transparaît notre vie intérieure de cadavres prématurés, retenus par des corsets ou des prothèses pourtant dysfonctionnelles. Je te retrouve dans cet espace de silence et de recueillement où les chairs cautérisées et pensées, les fractures colmatées, refont leur force. Dans les moments où elles ont trouvé la consolation et cherché le repos, serait-ce dans le mystère de la mort? Laurier-Lacroix à Stéphanie Béliveau. Danser. Souvent, on dansait. Si souvent. Toutes les fois que la musique venait se cogner contre nous, on dansait. Des danses qui n'ont pas de nom, remplies d'ondulations qui n'ont pas de sens unique. Si souvent, mon amie Lady, mon ami Purple et moi, nous emparant de l'espace pour trapper le corps et lui faire rendre son jus, et l'animal désencarcané, démuselé, recommençait à respirer dans ses muscles rouges, et mon cœur involontaire, oh, le bel animal triple que nous étions quand nous dansions ensemble, Lady Purple et moi, brassant l'air de toutes nos pattes pour monter vers la légèreté, pour hisser notre triple sexe dans les parages des anges. Monique Proulx, homme invisible à la fenêtre. J'esquisse des hypothèses que je devrais peut-être garder pour moi. S'il y a des années-lumière, il doit bien y avoir des années noirceur. Une matière noire où le présent cacherait des choses qu'il préfère ignorer de lui-même. Derrière un miroir noir, le temps passe sans qu'on sache. La pensée y prend son trou. Où se fait jour ce qui manque du monde. Rien ne veut rien dire. Jamais ne sera jamais. Jamais. Ce qui est tout, ce qui est peut-être. Peut-être. Daniel Canty, l'été au Palais. La littérature est bien un lieu où jouer, renverser, déplacer, transposer son désir, son manque à être.
Jeu de saccage, théâtre de la cruauté, atelier d'alchimiste, dialogue avec l'âme des ancêtres. Une littérature se fait. Des regards se posent sur elle à travers ce qu'elle offre comme possibilité de parier sur la beauté. Elle peut rivaliser avec les autres domaines du savoir, se faire totalisante et constituer, à n'en pas douter, selon un beau mot de France Théoret, la science exacte de l'être. Gérald Gaudet, parlons de nuit, de fureur et de poésie. Comment faire pour ne pas faire sa vie dans une entreprise? Comment vivre autrement qu'au service aveugle des agents du colonialisme et sans se faire soi-même agent colonisateur? Question urgente, à laquelle le patriarcat mercenaire des bâtisseurs québécois n'arrive pas, plus mal, et de manière toujours hiérarchique à répondre. Question à laquelle on répond pourtant de partout, et c'est comme la coque d'un bateau qui fuit. Dali Giroux, L'œil du maître. Ouh. De toutes parts, l'hostile déclenche l'affolement de meute, la parade. D'où le panache des guerriers, leur fureur rituelle et le dressage des forces. L'espèce, divisée, sécrète clan par clan ses exosquelettes ligaturés de Dieu. Mais tout empire doit tôt ou tard faire retour à sa source ignorée et piller la moelle des victimes. Maintenant que s'efface le visage humain, le simple visage humain, cette chose peu sûre qu'il conviendrait peut-être d'oublier si l'on ne veut pas perdre de vue le réel. Paul Chamberlain, Intime faiblesse des mortels. Le regard du dedans furieusement tue. Feuilles carnivores, la débilité, la nuit haletante, en cette place risque la destruction. Tu me manges, je me mange et ne me manque pas. L'enfermé à double tour des manifestations, la scène papa, maman, marque à l'os, la peau surtout. Je suis épinglée, pin-up cravaché, des creuses paroles de père, mère dans la vie vécue qui n'a pas d'importance. Je tiens le poignard, je porte ton revolver, la nuit m'est fatale, je ne peux pas écrire. Dissoudre tranquillement, je veux cela mal exprimé. Avant tout, j'écris le couteau. France Théoret, Bloody Mary. Pas mal pour des lauréats. Voici venir le temps non pas des cathédrales, mais de la fin. Vous avez été d'une patience infinie et d'une générosité sans faille, ce qui n'est pas sans poser problème, car plusieurs des plumitifs vivants et présents, je pense aux lauréats, vont croire que leur texte est valable et ils récidiveront. Alors qu'un constat de franchise, même brutal, viendrait mettre fin aux fausses espérances. Qu'avons-nous appris ce soir? Que pouvons-nous dire au sujet des 80 ans passés? Peut-être qu'après tant d'errances, d'essais et d'erreurs, nous arrivons enfin aux portes d'une littérature qui n'a plus de compte à rendre. Merci, chère Académie, de garder ces portes ouvertes. Il est bon de sentir le vent s'y engouffrer pour venir bruisser dans les feuilles de nos plus illustres écrivaines et écrivains. Merci au comité de sélection des textes composé de Diane Régimbald, Monique Larue, Lise Gauvin, Denise Desautels et Lise Vaillancourt.
Merci à l'incomparable Laurier Lacroix pour le choix des archives. Merci à Marco Dubé pour la conception vidéo, Rhizome et son directeur Simon Dumas pour la réalisation technique et Enzo Giacomazzi pour la coordination du projet. Cette soirée était une production de l'Académie des lettres du Québec et de Rhizome en collaboration avec le Festival international de la littérature et la Fondation Guido Molinari, que nous remercions vivement pour son chaleureux accueil. Vraiment. Un salut spécial à sa directrice générale et directrice artistique Marie-Ève Beaupré. Vraiment. Dont j'ai squatté le bureau de manière abusive. Une main d'applaudissements, s'il vous plaît, pour nos musiciennes à la contrebasse, Blanche Baillargeon. Au piano, Chantal Morin. Enfin, permettez-moi de saluer les deux grandes de Manitou de la soirée, sans qui rien de cela n'aurait été possible. Lise Vaillancourt qui a signé la mise en scène. Lise, lève-toi qu'on puisse t'acclamer. Et Denise Deshôtels, l'idéatrice du projet, à qui je cède tout de suite la parole. Bonne soirée. Pour remercier Olivier, je crois, très fort aussi. Alors un petit mot qui est autrement, presque dernier mot, en ce soir de fête, dans un lieu culturellement important. Une fête dont me parlait encore, il y a quelques jours à peine, Lise Vaillancourt, dans un courriel où elle me disait justement que c'était cet objectif de la fête qu'elle poursuivait et qui donnait tout son sens, ces temps-ci, à son boulot. Puis-je vous avouer qu'en mars-avril dernier, j'étais loin d'être sûre qu'on y arriverait. Et surtout, qu'on y arriverait de cette éblouissante manière, avec notre petit comité dont les membres étaient le plus souvent éparpillés sur la planète. Or, depuis juin, les choses me sont apparues autrement, avec une vaste part de rêve, de pensée, de réflexion, de désir de résistance et l'immense courage de notre belle bande d'académiciens et d'académiciennes, de notre coordonnateur, de tous ceux et toutes celles d'âge et de talents variés qui nous ont fait confiance, qui ont accepté d'être ainsi rapaillés pour une soirée dont ils et elles ne savaient à peu près rien. Un miracle a eu lieu. Notre académie a retrouvé une jeunesse, ou plutôt, peut-être dire trouver, car au fond, je crois qu'elle n'a probablement jamais eu la chance de l'avoir tout à fait. Malgré la richesse et la bonne volonté de ses fondateurs et fondatrices, qui ont cependant légué un patrimoine précieux que d'autres ont enrichi au cours des 8 dernières décennies. Oui, le miracle a eu lieu. Un miracle comme on cherche souvent, audacieusement, en réfléchissant, en créant, à en faire advenir de plusieurs petits ou un seul puissant et sonore qui redonne du sens au mot humanité. Et maintenant, c'est à notre chère et lumineuse Nicole que reviendront vraiment les mots de la fin. Nicole Brossard. Il se fait tard. Il se fait tard. Il est temps de revenir à la réalité. Le réel est un sujet fabuleux qui hante nos vies tridimensionnelles. Il se fait tard pour écrire dans l'histoire
car l'histoire est comme un vice caché, toujours derrière nous, une prétention achevée. Il se fait tard pour la répétition. Pourtant, chaque femme devra répéter son histoire au moins une fois dans sa vie, comme un mot d'esprit, avec la passion de son espoir. Il se fait tard. C'est souvent ce que nous disons à l'aube. Et alors, toute notre présence devient comme un corps qui s'apprête à la magie de vivre, comme en réalité. Il y a des mots pour ça, encore.